Bonjour, je suis le docteur Ouslimane Selima, je suis maître assistante au CHU de Belgoed et je vous souhaite de passer un bon stage. Et sachez que même les cours, même si les cours sont faits en distanciel, ça reste quand même une méthode innovante et ça permet, en tout cas à ceux qui ont un petit trouble anxieux, de passer inaperçu, parce que de toutes les manières, sachez que vous pouvez poser vos questions via mail et comme ça c'est anonyme, comme ça c'est ceux qui ont parfois honte de poser leurs questions quand ils sont en amphi, peur du ridicule, peur d'être humilié, peur du jugement des autres et tout, et ben là vous n'avez plus à craindre d'avoir ces sensations désagréables et vous pouvez donc poser vos questions le plus normalement du monde. C'est aussi un avantage pour l'enseignant, pour certains enseignants qui ont une phobie face à un public. Donc ça facilite probablement les choses. Donc on est face à notre micro et on peut librement, enfin on dit librement rapporter les cours. Dans ce que je viens de dire, il y a deux types de troubles anxieux que je viens d'évoquer et c'est dans ce sens qu'en fait le cours d'aujourd'hui est très important. Nous traiterons donc les troubles anxieux et les troubles obsessionnels compulsifs et on va voir ensemble qu'en fait il y a différents types de troubles anxieux. Donc l'objectif c'est d'abord de reconnaître les différents types de troubles anxieux et établir, et le trouble obsessionnel compulsif, mais aussi d'établir leur diagnostic. On va voir que pour établir les diagnostics de ces troubles-là, on va se fier à la classification DSM-5, le Disease Mental Manuel statistique et diagnostic des maladies et des troubles mentaux, qui est une classification américaine. Et deuxième objectif, c'est de décrire les éléments communs aux troubles anxieux et aux troubles obsessionnels compulsifs et leurs modalités évolutives, c'est-à-dire leurs complications. On va essayer de citer les principes de prise en charge. On va pas être très large dans la prise en charge, mais on va essayer de donner les lignes directives, comment conduire une prise en charge d'un trouble anxieux, d'un trouble obsessionnel compulsif, et parler bien évidemment de certaines thérapeutiques nouvelles pour la prise en charge de ces troubles-là. Nous allons donc commencer par une introduction, une définition de ce que c'est une anxiété. On va voir la sémiologie des troubles anxieux et j'avais dit qu'il y a différents types. On va voir aussi la sémiologie des troubles obsessionnels compulsifs et les apparentés du trouble obsessionnel compulsif. On va essayer d'énumérer les caractères communs aux troubles anxieux et aux troubles obsessionnels compulsifs, les lignes directives donc de la prise en charge et on termine bien évidemment par une conclusion. Alors, le trouble anxieux constitue un ensemble hétérogène de pathologies dont l'anxiété occupe une place centrale, comme j'ai essayé un petit peu de schématiser dans cette première diapositive. Donc, il y a différents types de troubles anxieux, les troubles phobiques, les troubles anxiété généralisée, TAG, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles liés au stress, enfin post-traumatique PTSD, le trouble panique et le trouble phobique. Alors, l'anxiété est un état émotionnel anticipant un événement menaçant et caractérisé par des sentiments pénibles de peur, d'alerte, d'hypervigilance, d'appréhension, de crainte, crainte d'un danger imminent. Et en fait, tous ces signes-là sont associés à des manifestations neurovégétatives. Alors, l'angoisse, c'est en fait la composante somatique de l'anxiété et elle s'accompagne bien évidemment de signes neurovégétatifs tels que les mains moites, les fourmillements, les tachycardies, l'oppression thoracique. Tout ça, c'est des signes neurovégétatifs. C'est une composante somatique en fait de l'anxiété parce que l'anxiété, c'est un sentiment, c'est en fait au niveau de la pensée. Alors, l'anxiété pathologique est donc alors, il y a l'anxiété qui est normale et une anxiété pathologique. Bien évidemment, on parle d'anxiété normale quand c'est une réponse en fait adaptée à une situation réellement menaçante et qui est contrôlable et tolérable. Par contre, l'anxiété pathologique, c'est une réponse inadaptée
à, à une cause où l'intensité, alors l'intensité et la durée, la fréquence de cette anxiété entraîne une souffrance et un dysfonctionnement, d'accord, de la vie quotidienne du patient. Alors, les principaux critères, le principal pour différencier une anxiété normale d'une anxiété pathologique, ça reste vraiment le retentissement de cette anxiété sur la vie et en fait les capacités adaptatives du sujet. Si jamais il n'y a pas une grande capacité d'adaptation du sujet par rapport aux facteurs de stress, par exemple, s'il y a une anxiété très importante qui s'installe face à des facteurs de stress même minimes, et qu'il n'y a pas d'adaptation, qu'il y a un dysfonctionnement, donc là on parle d'anxiété pathologique. Alors, les troubles anxieux, qui sont anciennement appelés névroses, constituent l'un des problèmes de santé mentale les plus courants. Alors, la triade clinique, vous savez, elle regroupe donc des symptômes psychiques, somatiques, mais aussi comportementaux. J'avais dit, elle entraîne donc un dysfonctionnement sur le plan social, familial, scolaire, professionnel, etc. Et que ça engendre aussi ça augmente en fait le risque d'avoir d'autres troubles psychiatriques comme la dépression, l'abus de toxiques, puis les tentatives de suicide ou de suicide. La thérapeutique repose, on va y arriver, donc elle repose sur les antidépresseurs et les psychothérapies, mais là on va y arriver. Et juste que l'anxiété peut prendre différentes formes. On peut parler de crainte, de peur, de phobie, d'obsession, de compulsion, d'inquiétude, d'un état d'alerte, d'hypervigilance, d'un sentiment d'appréhension diffus, d'un sentiment de peur anticipatoire, etc. Et ça prend en fait des différentes formes. Alors, pour les facteurs de risque, le trouble anxieux touche près de 20% de la population. Alors, il y a en fait 10 à 15%, c'est des phobies. Alors, le sexe féminin est prédominant, donc 2 femmes sont touchées pour un homme, et l'âge de prévalence se situe entre 25 et 45 ans. Le niveau d'instruction, en fait, il est élevé. Hein. On peut retrouver donc, le trouble anxieux chez les patients qui ont un niveau d'instruction élevé. Le niveau socio-économique, ben, il est varié. Il peut être élevé comme il peut être défavorisé. On peut retrouver dans certains cas des traits de personnalité proémorphides, des facteurs environnementaux tels que l'existence de catastrophes, de guerres, de situations traumatisantes chroniques, de maltraitance familiale, on peut retrouver certaines situations. Alors l'étiologie est plus souvent inconnue, mais on peut retrouver donc des antécédents familiaux et j'avais dit des événements traumatisants précoces. Il y a une hypothèse neurobiologique qui parle de l'hypersensibilité de l'amygdale. L'amygdale est le centre donc l'amygdale, centre de la peur. Ce qui est d'actualité, c'est qu'on incrimine le rôle de la perturbation sérotoninergique dans la survenue des troubles anxieux. C'est dans ce sens-là que les thérapeutiques se basent surtout sur les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Justement, on y arrivera à la prochaine. Alors, on arrive à la sémiologie des troubles anxieux et on va parler du trouble panique. Ce que c'est qu'un trouble panique. Donc, en fait, le trouble panique est caractérisé par la survenue récurrente d'attaques de panique, alors au moins 2 attaques de panique, ou bien crise d'angoisse répétitive durant les 4 dernières semaines. Alors, on parle ici d'attaques de panique, la récurrence d'attaques de panique. Alors, trouble panique, c'est la récurrence d'attaques de panique. Donc, si j'ai au moins 2 attaques de panique qui surviennent durant les 4 dernières semaines, je suis dans le diagnostic de trouble, je retiens le diagnostic de trouble panique. Mais alors, c'est quoi une attaque de panique? Alors, l'attaque de panique est un état d'anxiété extrêmement intense, de durée brève. Sa survenue est paroxystique,
de façon brutale, de manière inopinée et rapidement progressive. Le plus souvent, la crise est spontanée sans cause déclenchante. Elle elle peut survenir même au cours du sommeil, elle réveille bien évidemment le patient. L'épisode dure de quelques minutes à quelques heures, en moyenne c'est 20 à 30 minutes, et les symptômes atteignent leur intensité maximale en moins de 10 minutes. La résolution est progressive, laissant le patient épuisé avec une profonde asthénie. Alors, l'attaque de panique, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui d'entre nous. On est bien clair que quand vous êtes face à une situation, par exemple, de danger, il y a un cortège neurovégétatif qui s'installe lié à la libération des catécholamines, de noradrénaline, tout ça. Donc il y a un système de danger qui se déclenche au niveau de notre cerveau, et donc il va demander à tous les organes de produire plus de sang pour qu'il y ait plus de fluide pour comprendre la fuite. Et à ce moment-là, donc on a des sentiments neurovégétatifs tels que la tachycardie, les fourmillements, l'obsession somatique, etc. Là, quand on est face à un danger. Par contre, l'attaque de panique peut survenir, elle survient sans cause, sans facteur externe déclenchant. Peut-être la première, il y a un facteur déclenchant, mais alors il y a des attaques de panique qui surviennent sans cause déclenchante. Elles peuvent survenir même la nuit, et c'est quelque chose de très désagréable à vivre. Alors, elle est caractérisée par une triade symptomatique, une sémiologie donc psychique. Il s'agit en fait d'une sensation. Alors, c'est en fait toutes les pensées de la personne au moment de l'attaque de panique. Alors, ce qui survient au niveau de la pensée de la personne au moment de la crise, c'est en fait une sensation de mort imminente. Alors, il a une tachycardie, il a des fourmillements, il a des sueurs. Qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser qu'il va mourir. Mais c'est clair, je vais mourir. J'ai un cœur qui bat à 120, 130, 150 à l'heure, enfin, à 1 minute. Et j'ai des fourmillements, j'ai des mains moites, j'ai froid à mes orteils, donc je vais mourir. Alors la première pensée, il peut penser donc à une mort imminente. Il peut aussi avoir le sentiment de devenir fou. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, d'un coup, j'ai ces sensations-là. C'est certainement je vais devenir fou. Alors les patients décrivent avec une impression d'irréalité, et en fait il va y avoir même un sentiment de dépersonnalisation. C'est comme si c'est pas eux qui sont face à cette situation. C'est étrange, c'est tellement étrange qu'il y a un sentiment de dépersonnalisation, et ils ont peur de commettre des actes incontrôlés au moment de la crise. Ça, c'est au niveau psychique, ça, c'est les pensées qui peuvent survenir lors de l'attaque de panique. Et justement, retenez bien qu'il y a une triade symptomatique, c'est-à-dire sur les pensées, sur le physique et sur le comportement, parce que le traitement, justement, agit à ces 3 niveaux. Alors, la sémiologie en fait physique, elle est dominée par un tableau conduisant le patient aux urgences médicales, parce que surtout en cardiologie, parce que c'est les tachycardies qui sont parfois le premier signe chez les patients qui font des attaques de panique, et c'est un signe tellement alarmant qu'ils alarment même leur entourage, qui vont faire évacuer leurs patients au niveau de services de cardiologie. Les autres manifestations somatiques c'est des manifestations liées à l'anxiété, donc c'est soit des sensations d'étouffement, de dyspnée, c'est des sensations aussi neurologiques de vertige, de paresthésie, de céphalée. Alors il y a aussi les manifestations neurovégétatives dont je viens de parler, l'hypersudation, les bouffées de chaleur, les frissons, les tremblements. Et puis on peut retrouver aussi des nausées, des douleurs abdominales, des diarrhées, même des vomissements, des pollakiuries, des mictions impérieuses. Alors tout ça on peut le retrouver. Chaque patient a des symptômes bien spécifiques à lui, a des symptômes de début, des symptômes de la fin de la crise, mais en tout cas on peut retrouver aussi tout ça chez
les patients. Alors, la sémiologie comportementale, par contre, c'est des troubles du comportement paroxystique plus ou moins graves qui peuvent être observés. C'est soit une sidération, donc il est vraiment il est sidéré, il reste fixe tellement l'attaque elle est survenue d'une manière brutale qu'il n'a pas le temps de bouger, qu'il n'a pas le temps de réagir. Soit c'est la fuite, soit c'est une attaque de colère ou un accès de violence hétéro ou auto-agressif. Donc, alors des comportements suicidaires, ils sont rares, mais ça peut survenir. Donc, il faudrait toujours avoir en tête le risque, ce risque-là. Alors, ces troubles, j'avais dit qu'ils ont la caractéristique d'être paroxystiques, répétitifs, en dehors des accès incoercibles. C'est des troubles du comportement qui représentent en fait une longévité éventuelle et une complication en fait de l'attaque de panique. Alors la complication ultime, c'est bien évidemment le suicide dans le cadre d'un rictus anxieux. Alors pour l'attaque de panique et pour être plus simple, dans le DSM-5, donc pour faire le diagnostic positif d'un trouble panique, il faudrait se fier aux critères DSM-5 que j'ai énumérés bien évidemment dans le polycopier. Ils sont très simples. C'est que il y a eu des attaques de panique récurrentes, ça on l'avait dit tout à l'heure, inattendues bien évidemment, donc au moins 2 crises, et au moins une des attaques de panique s'est accompagnée d'un ou plus des signes suivants, c'est la crainte de la survenue d'une éventuelle autre attaque de panique. C'est ça en fait l'anxiété anticipatoire. C'est la peur de la survenue d'une autre attaque de panique. Et l'attaque de panique, comme c'est une peur, donc on parle de peur d'avoir peur. Alors, il peut y avoir une crainte persistante d'avoir d'autres attaques de panique, donc la peur d'avoir peur, je viens de le dire, et des préoccupations à propos des implications possibles d'attaques de panique ou de ses conséquences. Il va y avoir un changement du comportement et bien évidemment un dysfonctionnement en fait une souffrance, ça va créer une souffrance significative chez la personne. Ça, c'est pour le trouble panique. Donc, le trouble panique, c'est la survenue d'attaques de panique récurrentes de au moins en espace de 4 semaines avec existence d'une anxiété anticipatoire, c'est-à-dire la peur d'avoir peur. Pour le trouble phobique, alors le trouble phobique, c'est alors la phobie déjà, c'est une crainte ou une peur irrationnelle et angoissante déclenchée par la présence d'un objet ou d'une situation qui est en réalité non dangereuse. Enfin, l'objet ou la situation sont réellement non dangereux. L'angoisse disparaît en l'absence de l'objet ou de la situation phobogène, d'accord ? Et elle est jugée, cette phobie, est jugée comme excessive et absurde par le patient lui-même. Alors, pour faire le diagnostic de ce trouble phobique, il faudrait avoir 4 éléments, c'est-à-dire qu'il y a l'objet ou la situation phobogène, d'accord ? On doit avoir l'objet et la situation phobogène pour parler de trouble phobique, ce qui permet de différencier de très grands groupes de troubles phobiques comme par exemple les phobies simples, des phobies sociales et de l'agoraphobie. Si on a un objet et une situation phobogène, on va parler de troubles phobiques et c'est à partir de là qu'on va différencier s'il s'agit d'une phobie simple spécifique liée à certaines situations ou à certains objets. Si on est dans une phobie sociale, c'est-à-dire face à une situation qui peut engendrer une gêne, ou bien on est dans une agoraphobie et là on va détailler les troubles. Alors, donc ça c'est le premier élément qui doit
qui doit être présent pour parler de trouble phobique. Donc il doit y avoir l'objet ou la situation phobose. Deuxième élément, pour parler de trouble phobique, c'est que les manifestations anxieuses, il y a une manifestation anxieuse systématique lors de l'exposition, c'est-à-dire une anxiété intense lors de la confrontation avec l'objet phobogène. Si jamais j'ai une manifestation anxieuse face à l'objet ou la situation phobogène, je suis dans un trouble phobique. Le troisième élément, c'est l'existence d'objets ou de conduites contraphobiques. Alors, en dehors de ces manifestations phobiques aiguës, les patients ont souvent des conduites contraphobiques, c'est-à-dire que le patient, il n'y a pas l'objet, il n'y a pas la situation phobogène, mais en fait le patient va avoir une sorte de comportement c'est comme si qu'il anticipe en fait, il porte toujours avec lui un parapluie. Ce parapluie c'est un objet contraphobique et il va pouvoir avec lui s'appuyer pour ne pas s'il a peur par exemple des gens, il a un parapluie pour lui permettre de... il se focalise sur ce parapluie pour oublier un petit peu le regard des autres. Il peut avoir par exemple un médicament sur lui, comme ça il se dit, si jamais j'ai une anxiété, je prends ce médicament. Même si c'est pas un anxiolytique, c'est en tout cas un objet contraphobique. Il est juste là pour... On ne sait jamais, il a une anxiété qui survient lorsqu'il sera face à son objet phobogène, il a toujours le médicament et il peut compter sur ce médicament. Ça peut être donc soit un objet, soit alors les conduites contraphobiques, souvent c'est des conduites d'évitement. C'est-à-dire que si jamais ce chemin le mène vers par exemple le marché, donc s'il y a une agoraphobie, c'est-à-dire il a peur de se retrouver dans des situations, puis il va éviter justement de passer par cette rue-là. Il va lutter contre... Il y a aussi des stratagèmes qui modifient la façon de vivre. Il va y avoir des conduites de réassurance par l'accompagnement d'un tiers. Le parapluie, j'avais dit, la présence est sécurisante ou un objet investi qui a le pouvoir, un pouvoir contraphobique, un médicament, un parapluie, je ne sais pas, peut être un objet qui peut le rassurer. S'il a sur lui, c'est un porte-bonheur, on va dire, il peut rassurer. Ça, c'est par rapport au troisième élément. Le quatrième élément, c'est que j'ai la situation phobogène, j'ai les manifestations anxiogènes face à cette situation, j'ai des objets contraphobiques et des conduites contraphobiques, et que tout ceci en fait engendre un dysfonctionnement social. Là, si j'ai ces quatre éléments, je suis dans un trouble phobique. Alors, juste pour les formes cliniques, donc j'avais dit que ça dépend de l'objet ou de la situation phobogène, ça dépend si je suis face à un objet ou à une situation, et c'est de là que je vais spécifier en fait les formes de ce trouble phobique. Alors c'est soit une agoraphobie, soit une phobie sociale, soit une phobie spécifique. Alors l'agoraphobie, c'est quoi? L'agoraphobie, alors c'est un mot composé. Alors, agora et phobos. Phobos, c'est la peur, et agora, c'est la place du marché, ou lieu de rassemblement ou de réunion. Donc, l'agoraphobie, c'est une phobie liée à l'espace où le patient ne peut ou craint de ne pas pouvoir être secouru ou ne pas pouvoir sortir si jamais il y a quelque chose qui arrive. Donc il va éviter de se retrouver seul dans des endroits où il est difficile de s'échapper, ou bien des endroits où il n'y a pas d'issue, comme par exemple les ascenseurs, une chambre fermée, des endroits où il n'y a pas moyen de s'échapper, où il n'y a pas une issue de secours, où il n'y a pas une autre porte, où il n'y a pas il a peur d'y avoir quelque chose et
une catastrophe, un truc qui va y arriver, une panne d'électricité, quelque chose comme ça, et qui ne peut pas être secouru. Alors, les critères, bien évidemment, DSM-5, ils sont sur votre copier. J'avais pas vraiment envie de les remettre dans les diapositives parce que vous allez les lire en tout cas, et c'est la même chose que l'explication que je viens de donner. L'agoraphobie, donc le critère A, c'est la peur ou anxiété marquée pour 2 ou 5 des situations suivantes: l'utilisation de transports en commun, le bateau, avion, bus, train, parce qu'en fait la personne pense que ne peut pas pouvoir s'en sortir si jamais il y a quelque chose qui arrive, un accident, un naufrage, un crash d'avion, etc. Être dans des endroits ouverts, même être dans un marché, dans un parking, sur un pont, ça engendre une anxiété très intense. Être dans des endroits clos comme des magasins, théâtres, cinéma, amphithéâtres, ascenseurs. Être dans une file d'attente aussi, ou être seul à l'extérieur du domicile. Alors, ces craintes-là vont être parfois tellement excessives que les patients vont devenir, ne vont plus sortir de leur maison. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, il y aura donc ça, c'est ne plus sortir de la maison, ça c'est un comportement donc d'évitement, et bien évidemment tout cela va engendrer un dysfonctionnement donc social et professionnel avec une grande souffrance. Alors à côté de la phobie, il y a la phobie sociale ou l'anxiété sociale. Alors la phobie sociale, elle correspond à l'anticipation anxieuse et à l'évitement de certaines situations sociales dans lesquelles le sujet pourrait être observé, d'accord, par autrui, et conduire de manière, il a peur d'être sous le regard d'autrui et de se conduire de manière humiliante ou embarrassante. L'exposition à cette situation sociale de performance provoque en fait provoque une réponse anxieuse immédiate. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure par rapport à donner des cours en distanciel. Ça peut arranger certains enseignants qui peuvent avoir ce genre d'anxiété sociale, bien que je n'en connais pas beaucoup, parce que déjà pour passer son cours, il ne faut pas justement avoir cette phobie. Il faudrait dépasser un petit peu ces peurs, et il faudrait peut-être affronter ces peurs pour pouvoir avancer, mais en tout cas, ça peut être une conduite d'évitement, hein, de donner des cours en distanciel. Ça peut être une conduite d'évitement comme ça. Je suis pas face à des gens qui peuvent peut-être me juger, m'humilier. Je vais me sentir un peu nulle face à des gens qui peut-être savent mieux que moi. Enfin, c'est des pensées en tout cas qui peuvent survenir comme ça, et qui peuvent engendrer donc une anxiété intense face à cette situation. Alors, donc il peut y avoir des conduites d'évitement. Là aussi, donc on peut avoir des objets contraphobiques. On peut avoir donc 2 formes en fait cliniques. C'est soit des situations c'est-à-dire limitées, ou bien généralisées à toutes dans pratiquement plusieurs situations sociales. Là aussi, pour faire le diagnostic positif, il faudrait se fier aux critères DSM 5 et juste dire que l'anxiété sociale est source de l'installation d'une anxiété, là aussi une anxiété anticipatoire, c'est-à-dire que le sujet va anticiper le fait d'être humilié par son propre comportement. C'est avant d'aller donner un cours à l'amphi de la Périne, je vais au cours du chemin me dire mais je vais être nulle, je vais être humiliée. Mais voilà, ça c'est une anxiété anticipatoire. En fait, avant déjà même d'être face aux étudiants, j'ai déjà dans ma pensée des idées qui vont engendrer une anxiété, une angoisse terrible avant même que j'arrive à l'amphi de la Périne.
Il y a aussi une angoisse situationnelle, c'est des signes qui sont observables d'anxiété, comme par exemple les mains froides, timides, une voix mal assurée. Ça, en fait, à l'observation, juste quand les autres nous observent, ceci va déclencher des attaques de panique qui sont situationnelles, avec donc tout le cortège qu'on vient de voir tout à l'heure, cortège psychique et physique de l'attaque de panique, des tremblements, une sensation d'étouffement, des douleurs thoraciques, voire même de l'aphonie. Si jamais j'ai un cours à présenter et que j'ai une angoisse situationnelle, je vais avoir une aphonie. Je ne vais plus pouvoir parler. Non seulement ça, mais je vais aussi avoir une sensation de déréalisation, de dépersonnalisation. Pour dire que l'anxiété sociale, c'est quelque chose de terrible. Alors les gens qui en souffrent, alors il leur faut une prise en charge, mais alors de longue durée, pour pouvoir s'en sortir, beaucoup de volonté, mais aussi les nouvelles techniques dont on va parler à la fin du cours, pour pouvoir bien prendre en charge ces situations qui sont très embarrassantes, très handicapantes et qui vont faire reculer les gens, et en fait la prise en charge va leur faciliter, mais alors la vie elle va leur faire avancer. Ils vont se rendre compte que finalement c'est pas sorcier d'être face à des gens finalement. Alors à côté de cette anxiété sociale, on a les phobies spécifiques, ou ce qu'on appelle aussi les phobies simples. Dans cette phobie, alors la caractéristique essentielle dans la phobie spécifique est en fait la peur d'objets. C'est la peur d'objets ou de situations objectivement visibles et circonscrites. L'exposition aux stimulus phobogènes provoque presque invraisemblablement une anxiété immédiate. Donc, c'est une situation bien spécifique, une seule en général, d'accord, ou un objet bien spécifique, un seul en général, qui engendre immédiatement une réponse anxieuse. On peut avoir donc de nombreux objets qui peuvent donc engendrer cette anxiété, comme par exemple les animaux, ce qu'on appelle la zoophobie, avoir peur de maladies, des aiguilles, des sacs médicaux invasives, etc., ce qu'on appelle la zoophobie. Peur des araignées, là j'en connais pas mal de gens qui ont peur des araignées, de l'arachnophobie. Et peur des hauteurs, l'acrophobie. Peur de rougir en public, c'est l'érotophobie. Donc il y a pas mal de peurs, il y a pas mal de noms pour désigner les peurs spécifiques. Il y a même un jeu sur la chaîne 3, le Grand Chelem, au cours duquel une fois l'animatrice a parlé mais alors la peur des sons. Et il n'y avait qu'un seul auditeur qui avait répondu, qui avait su répondre à la question, et c'était après, je pense, 4 ou 7 séances, elle répétait à chaque fois la même question, et je pense que c'était vers la 7e diffusion de l'émission qu'il y avait quelqu'un qui avait répondu à la question. Voilà, la peur des objets pointus, c'est l'acmophobie. Et puis, il y a pas mal d'autres, en tout cas, phobies spécifiques. Il faudrait juste savoir qu'il y a aussi, là aussi, il y a des conduites d'évitement. Donc, je vais éviter l'hôpital si jamais j'ai une zoophobie. Je vais éviter d'aller à la campagne pour ne pas rencontrer des araignées. Je vais éviter les animaux, etc. Là, il y a des conduites d'évitement, mais aussi des conduites contre-publiques et de souffrance cliniquement significatives. Ça, donc, c'était pour parler des troubles phobiques. Alors, on arrive aux troubles anxiété généralisés. Alors, les troubles anxiété généralisés, elle est appelée aussi maladie des inquiétudes.
et elle est définie comme une anxiété de fond, d'accord, et des soucis excessifs et incontrôlables chroniques, donc au moins 6 mois, relatifs à des situations réalistes banales et à l'origine d'un état de souffrance qui altère le fonctionnement du patient dans sa vie courante, qui s'associe bien évidemment, comme toute anxiété, à des signes physiques, traduisant donc une tension motrice d'hypervigilance. C'est la maladie des inquiétudes. Alors, il y a pas mal de gens qui ont cette maladie d'inquiétude. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça. En général, il y a pas mal de mamans qui ont ce souci exagéré, ce souci excessif à des situations qui sont relativement banales. Je ne sais pas si c'est avec les responsabilités qu'elles ont, le souci d'avoir des enfants parfaits, ce qui fait qu'elles se soucient de moindres détails, de moindres petits problèmes qui peuvent arriver, ou bien même il y a certains genres de mamans qui créent des scénarios catastrophiques, alors que par exemple là, un enfant qui a fait un retard d'1 minute, et ben elle fait tout un scénario catastrophisant. Mais finalement, le type, il a juste, je sais pas, rencontré son père pour rentrer avec lui, donc il a fait 1 minute de retard, ou bien la maîtresse n'est pas retenue pour terminer la leçon, je sais pas quoi. Donc, mais il y a certaines mamans qui ont le don de créer des scénarios, mais alors catastrophiques. Alors ça, c'est le souci, les soucis excessifs et incontrôlables. Le patient sait qu'en fait, il en fait trop. Les patients savent qu'il en fasse trop, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Alors, là aussi, les critères DSM sont énumérés, que l'anxiété est associée à des symptômes, j'avais dit, donc à des symptômes donc physiques et d'hypervigilance, comme l'agitation, la sensation d'être à bout, une fatigabilité. Bien évidemment, on est fatigué de penser que tout ne marche pas. Ils n'arrivent pas à positiver, donc ils sont fatigués. Il y a de l'irritabilité, de la tension musculaire, des troubles du sommeil. Ben, quand on est inquiet, on ne peut pas dormir. Et bien évidemment, ça engendre une souffrance et une inadaptation à la vie de tous les jours. Voilà, ça c'était pour les troubles anxieux. Maintenant, pour le trouble obsessionnel compulsif et apparenté, on va parler des TOC tout d'abord. Donc les troubles obsessionnels compulsifs se caractérisent par la présence de pensées répétitives, qui sont ce qu'on appelle les obsessions, associées ou pas à des compulsions, d'accord, qu'on appelle rituels, et qui vont donc engendrer une gêne chez le sujet dans ses activités sociales et professionnelles. Alors, c'est quoi les obsessions? Les obsessions, ce sont des idées, des affects, des images qui surviennent de façon qui surviennent, mais alors de façon à ce qu'ils s'imposent, mais aussi comme des parasites, c'est comme des parasites dans la pensée. Alors ça s'impose de façon répétée et involontaire à la conscience du sujet. Les obsessions sont fréquentes. On a par exemple des obsessions de contamination, de doute, de besoin de vérification. Ça, je pense que vous avez des exemples. Des obsessions de classement, hein, c'est des gens qui aiment ranger, classer. Des obsessions type impulsion agressive ou avoir des représentations sexuelles à connotation obscène. Alors, on distingue donc des obsessions idéatives, on distingue des obsessions phobiques et des obsessions impulsives. Alors, dans les obsessions idéatives, ce qu'on appelle la folie du doute. Alors, elle est représentée par l'intrusion répétitive d'idées religieuses, morales, agressives,
de mots ou d'images mentales obscènes, dégoûtantes, absurdes. Le type, il est tranquille, là, il va faire sa prière. Oh, d'un coup, il a une image obscène qui vient s'imposer comme ça d'une manière intrusive dans sa pensée. Il n'arrive pas à la chasser. Il sait qu'elle ne lui appartient pas, mais mais elle est là. Il sait qu'elle est absurde, mais elle est là. Alors, pardon. Les obsessions phobiques, c'est des craintes imaginaires. Elles concernent donc des peurs en rapport avec ces craintes imaginaires, donc la crainte d'une maladie, la crainte d'avoir le sida, le cancer, la crainte d'être souillé par des excréments de produits toxiques, la crainte d'une contamination, d'une pollution. Mais ça, c'est différent. Il faudrait juste faire la différence avec la phobie simple, parce que dans la phobie simple, où on vient de voir phobie simple et phobie spécifique, l'objet, il existe. L'aiguille, elle est là. Et j'ai peur d'avoir une maladie ou d'être souillée par cette aiguille, mais c'est parce qu'elle est là. Par contre, là, c'est imaginaire. L'obsession phobique, dans l'obsession phobique, la peur, elle est imaginaire. J'ai jamais été, je n'ai pas de facteur de risque concernant le sida, mais j'ai vraiment peur d'avoir une peur excessive, une idée, mais alors incroyablement, elle est incrustée, c'est la peur d'avoir le sida. Ça, c'est pour juste une parenthèse pour différencier les phobies spécifiques des obsessions phobiques. Alors, pour les obsessions impulsives, c'est la peur de commettre contre sa volonté un acte absurde, ridicule, comme par exemple un acte criminel, un acte l'inceste par exemple. Mais c'est une crainte, c'est-à-dire il a tellement peur de passer à ça. Bien évidemment, il ne passe pas, c'est vraiment très exceptionnel, mais il ne passe pas en général à ces actes-là impérieux. Mais c'est cette lutte contre cette idée qui fait vraiment le dysfonctionnement et qui engendre une souffrance, mais alors terrible chez les patients qui en souffrent. Ça, c'est pas pour les obsessions. Alors, la compulsion, les compulsions, donc on appelle aussi souvent les rituels, ils ont alors les mêmes caractéristiques que les obsessions, à la différence près que ce sont des actes. L'obsession, c'est au niveau pensée, la compulsion, c'est l'acte, c'est le comportement. Alors, ce sont des actes et non des pensées, d'accord, que le sujet se sent obligé d'accomplir. Si jamais il n'accomplit pas l'acte, eh ben, il ne va pas être tranquille, il va le faire pour être tranquille. On retrouve donc un caractère absurde, ridicule, voire immoral parfois, mais le sujet s'oblige à exécuter. Comme par exemple les rituels de vérification, vérifier si la lumière est éteinte. Il peut le faire, je ne sais pas combien de fois, hein, je ne sais pas si vous avez des exemples, mais en tout cas, parfois ça paraît ridicule, mais il est obligé de vérifier par exemple 33 pour être tranquille. Il est obligé de vérifier le gaz s'il est fermé, mais il ne le fait pas une fois. Il est obligé de voir si la serrure elle est bouclée, mais alors il va vérifier si elle est bouclée à double tour et il va le vérifier plusieurs fois. Des rituels de rangement. Alors il va ranger les objets de façon excessivement ordonnée, comme les livres par exemple dans une bibliothèque où il va donc alors je me suis rappelé juste je regarde beaucoup les films finalement. Alors juste donc il arrange quelqu'un qui arrange les livres dans sa bibliothèque par taille et strictement par taille décroissante par exemple. Et ça me rappelle, je ne sais pas si vous regardez les séries avant après le journal télévisé des chaînes françaises. Donc il y a un gars avant c'était un gars et une fille, maintenant c'est les scènes de ménage, je sais pas quoi. Alors un gars et une fille, alors elle est complètement farfouillée avec la fille et là il les convoque
au niveau de ils sont convoqués au niveau de l'organisme des impôts et ils avaient une facture qui n'a pas été payée. Et donc elle lui dit mais votre facture elle est rose ou bleue? Il lui dit mais elle est je sais pas comment elle est. Elle lui dit parce que là j'ai rangé les factures et elle a rangé les roses ensemble, les bleus ensemble, les plus petites, les grandes. Alors elle les a rangées comme ça par taille et par couleur. Et ça m'a rappelé en tout cas, il y a certains qui ont ce rituel de rangement par taille, par couleur, et ils sont très stricts à ce niveau-là de rangement. Alors le ramassage, ça peut être donc des compulsions de ramassage où ils ramassent les emballages ou les vieux cotons. Ça peut être des rituels de lavage. Les rituels de lavage, c'est les plus fréquents. Donc ils se lavent la main d'une manière répétée, mais alors ils les lavent peut-être 30, 40 fois. Et même comme ça, ils ne sont pas satisfaits. Ils pensent toujours qu'il y a soudure. Les rituels de lavage, la compulsion de lavage, elle fait suite aux obsessions, c'est-à-dire aux idées de souillure, de peur d'être infecté, etc. Et ce genre de troubles obsessionnels compulsifs liés à la phobie d'attraper une maladie et donc qui se voit par les rituels de lavage a beaucoup augmenté depuis donc cette pandémie de Covid. Donc on reçoit beaucoup de demandes par rapport à ça. Alors, il y a aussi des rituels, oui, qu'on appelle donc les actes mentaux. Donc, c'est l'exemple de l'arithmomanie. Alors, l'arithmomanie, c'est le fait de compter sans cesse ou d'additionner entre elles des dates. Ils sont en train de faire des calculs tout le temps pour justement faire pour contourner en tout cas la pensée qu'ils ont en tête. Ou bien il y a cette espèce de formule conjuratoire, donc faire des prières avant de passer par exemple sous une porte. Dire une phrase magique avant de monter dans sa voiture. C'est des formules conjuratoires que les patients, que certains individus en tout cas ont à faire. C'est un caractère absurde, ils savent que c'est absurde, mais ils le font quand même justement pour chasser, enfin, pour faire face à une pensée qu'ils ont. D'accord? Donc c'est des formules conjuratoires et parfois, c'est très fréquent ces formules conjuratoires quand quelqu'un passe sous une échelle, mais il faudrait justement faire la différence. Est-ce que c'est un trouble obsessionnel compulsif ou c'est des troubles, donc c'est juste des gens qui sont superstitieux et qui croient à des choses superstitieuses, donc ils font des formules conjuratoires. Donc, faire la différence, il faudrait juste savoir que les troubles obsessionnels compulsifs, bien sûr, engendrent une souffrance significative. Donc c'est pas une simple formule conjuratoire que je donne, enfin que je fais une fois dans la vie. Hein. C'est vraiment répétitif, c'est répétitif, c'est angoissant, ça s'accompagne d'une angoisse terrible, etc. Alors, on peut retrouver des formes associées, c'est-à-dire un trouble obsessionnel compulsif avec une dépression comorbide. On parle de comorbidité, hein, comorbide avec un autre trouble anxieux, en général avec une attaque de panique, trouble panique, avec une autre pathologie cérébrale, genre maladie de Gilles de la Tourette, ou avec une schizophrénie. Alors, trouble obsessionnel compulsif et schizophrénie, c'est très fréquent aussi et ça aggrave, ça complique un petit peu, tout ce qui est comorbidité en tout cas, ça complique la prise en charge et ça rend le pronostic, ça assombrit en fait un peu le pronostic de ces patients.
Alors, on arrive aux apparentés des troubles obsessionnels compulsifs, et là, ça devient intéressant parce que c'est des choses que vous connaissez, mais peut-être que c'est les mots qui sont un petit peu bizarres et un peu difficiles à prononcer. Alors, il y a les thésaurisations pathologiques. C'est en fait la difficulté de se séparer de certains objets, même si ces objets n'ont pas de valeur vraiment une très grande valeur, on va dire, ni valeur matérielle, ni sentimentale, mais ils n'arrivent pas à s'en débarrasser euh, de ces objets-là. Alors, c'est soit avec ou sans conscience du trouble. Il y a une accumulation d'objets, mais alors une accumulation, ils accumulent des objets, et la souffrance est associée au fait de les jeter, et l'accumulation entraîne une souffrance sur le plan social et professionnel. Alors, si il est obligé de jeter, si quelqu'un l'oblige à jeter, ça va engendrer une souffrance. Si jamais il y a beaucoup d'objets qui est là, ben ça va faire de ce type-là quelqu'un qui ne va s'occuper que de ces objets, et il va y avoir un dysfonctionnement et social et professionnel. L'obsession d'une dysmorphie corporelle, c'est une préoccupation concernant une ou plusieurs imperfections ou défauts perçus dans son apparence, dans l'apparence physique de la personne. Mais ces imperfections ne sont perçues que par lui, c'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'il y a une imperfection ou pas, mais il est persuadé, par exemple, que son nez est gros. Il est probable qu'il est vrai qu'il a une, mais il ne se préoccupe que de ça, d'accord? Et ça va entraîner une détresse et une altération du fonctionnement social et professionnel. Il va passer alors, toutes les journées, toutes les heures, tous les jours à ne parler que de ce nez, à faire des consultations, à être face à son miroir, etc. Et même si cette déformation, en fait, les gens s'en foutent carrément de ce nez-là, s'il est tordu, s'il est droit, ils ne font pas attention. Il y a juste la personne qui fait très attention à cette imperfection. Alors, la trichotillomanie, je pense que ça vous connaissez, c'est l'arrachage compulsif de ses propres cheveux. C'est un arrachage répété de ses propres cheveux, aboutissant à une perte de cheveux presque totale, d'accord, et qui entraîne bien évidemment un dysfonctionnement social et professionnel. Alors, une autre apparenté d'étoffe, c'est la dermatillomanie, c'est le titurage pathologique et répété de la peau qui aboutit à des lésions cutanées et qui entraîne aussi, là aussi, des souffrances, une souffrance significative. Quels sont les symptômes communs aux troubles anxieux et aux troubles obsessionnels compulsifs? Alors, les symptômes associés, c'est les troubles du sommeil, les troubles cognitifs, les troubles alimentaires et les conséquences relationnelles. Depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de dire dysfonctionnement social et professionnel. Donc, il n'y a que des conséquences relationnelles. Alors, pour les troubles du sommeil, il peut y avoir des insomnies d'endormissement, et quand on est très inquiet, parce que l'anxiété c'est l'inquiétude, quand on est inquiet on ne peut pas avoir sommeil, donc il y a un problème d'endormissement. Il peut y avoir des réveils fréquents, on peut avoir des cauchemars, et puis en gros le sommeil n'est pas réparateur. Alors les troubles cognitifs, c'est les troubles de l'attention, de la concentration, les troubles de la perception et du raisonnement, et des difficultés d'apprentissage. À la langue, il peut y avoir des difficultés d'apprentissage. Les troubles alimentaires, c'est surtout l'anorexie. Il peut y avoir de l'hyperphagie. Et puis, par rapport aux conséquences relationnelles, il y a souvent des tensions, des conflits, un problème de dépendance, soit une personne, soit un objet, comme on venait de dire tout à l'heure, soit il veut être soumis. Voilà, donc
pour le diagnostic différentiel, donc on doit différencier les troubles obsessionnels compulsifs et les troubles anxieux avec ce que c'est qu'une anxiété. On a dit ce que c'était une anxiété normale et une anxiété pathologique, et pour faire la différence entre les deux, c'est en fait l'anxiété normale, elle est là dans une situation qui nécessite en fait d'avoir cette anxiété, qui est adaptée et qui n'engendre pas de souffrance, qui n'engendre pas un dysfonctionnement. Par contre, l'anxiété pathologique, elle dure dans le temps, elle engendre une souffrance et elle dépasse en fait les capacités adaptatives de la personne. Il faut différencier donc les troubles anxieux et les troubles obsessionnels compulsifs avec les autres pathologies psychiatriques telles que la dépression, les psychoses et la schizophrénie. Et il faudrait bien évidemment faire attention aux affections médicales générales, notamment quand je suis face à une attaque de panique. Il faudrait vraiment que j'élimine toutes les causes cardiovasculaires, respiratoires, neurologiques et endocriniennes pour pouvoir parler d'une attaque de panique. Il faudrait aussi différencier les prises donc, de substances, soit une intoxication par une substance liée aux amphétamines par exemple, soit une intoxication, soit un sévrage donc d'un toxique ou d'un médicament aussi. Il faudrait savoir qu'il y a certains médicaments qui peuvent engendrer une anxiété, telle que des médicaments qui ont une propriété, surtout les antalgiques, les anesthésiques, les anxiolytiques, etc. Donc, lors d'une intoxication ou d'un sévrage au toxique ou au médicament, il faudrait donc faire une bonne anamnèse, un bon examen clinique pour faire la différence entre un sévrage, une intoxication et un trouble anxieux, un trouble obsessionnel compulsif. Alors, pour les complications de ce trouble, différentes complications peuvent survenir, notamment l'abus d'alcool, de drogue, de médicaments et de psychotropes. On avait dit tout à l'heure que pour que la personne soit soulagée de cette anxiété, il faudrait une prise en charge très longue, et parfois ces personnes-là, quand ils prennent un anxiolytique, ils vont avoir cette espèce de sédation de l'anxiété, mais alors rapide, et ils vont être dépendants justement de cette molécule. C'est pour cela qu'il faudrait se fier aux règles de prescription des anxiolytiques. Donc ces personnes-là vont aimer l'effet abréactif de la molécule, et donc ils vont en abuser, et ils ne vont prendre que ce traitement, même si c'est un traitement d'appoint, mais ils vont le prendre pour toujours. Ils vont devenir en fait addicts aux toxiques. Il va y avoir un abus d'alcool parce que l'alcool va apaiser un petit peu cette anxiété, ces symptômes psychiques et aussi physiques. Et puis les médicaments, les autres médicaments. Il va y avoir une autre complication qui est les troubles, qui sont les troubles psychosomatiques comme l'ulcère gastro-duodénal et l'hypertension artérielle. Mais aussi, on peut avoir des complications psychiatriques, les troubles obsessionnels compulsifs et les troubles anxieux, lorsqu'ils engendrent un dysfonctionnement social très important, ils peuvent être compliqués par une dépression ou par une tentative de suicide. Donc il faudrait vraiment prendre en charge précocement ces troubles-là pour ne pas arriver justement à cette complication qu'on craint étant psychiatre, qui est la tentative de suicide ou le suicide. Les complications aussi, c'est l'invalidité sociale et professionnelle. Donc il faudrait justement la prise en charge. Parmi les buts de la prise en charge, c'est justement d'éviter d'en arriver là. Justement, on arrive à la prise en charge, et justement les objectifs de la prise en charge, c'est bien évidemment de permettre aux patients une rémission de ces symptômes anxieux,
Et surtout, je viens de dire, améliorer la qualité de vie du patient, le réinsérer dans sa vie sociale et professionnelle et prévenir les rechutes parce qu'il peut y avoir des rechutes. Les moyens thérapeutiques qu'on utilise, c'est en prime abord les règles hygiéno-diététiques. On va bien évidemment parler de tout ce qui peut entraver, tout ce qui peut accentuer justement la survenue de l'anxiété et puis les signes neurovégétatifs de l'anxiété, les signes psychiques de l'anxiété. Donc on va éviter tout ce qui est excitant pour améliorer justement notre hygiène, notre sommeil. D'accord, donc pratiquer du sport parce que le sport va nous aider justement à nous dépenser, à s'ancrer dans le moment présent et donc ne pas être dans l'anticipation. Faire des exercices de relaxation, la relaxation c'est en tout cas c'est une psychothérapie qui est codifiée, qu'on pratique pour justement s'ancrer dans le moment présent et justement pour faire attention à ces sensations, à nos propres sensations corporelles mais aussi aux sensations psychiques, à nos pensées, etc. Ça nous permet de faire les choses en pleine conscience. Et puis aussi favoriser les cures thermales qui sont, en tout cas donnent un bénéfice, mais alors sur la composante psychique de l'anxiété, qui diminue justement ces sensations, ces pensées désagréables et bien évidemment, la composante psychique, c'est la composante la plus difficile sur laquelle on peut agir parce qu'il faudrait un travail de cognition pour arriver à diminuer ces idées-là. La cure thermale versus, parce qu'il y avait des études, il y a eu une étude cure thermale versus traitement antidépresseur. Et il y a eu pour un certain pourcentage de personnes, en tout cas un très grand pourcentage de personnes qui avaient bien répondu et d'une façon similaire. Les gens qui étaient sous cure thermale ont répondu d'une façon similaire aux personnes qui étaient sous antidépresseurs pour les mêmes pathologies. Donc dire que les cures thermales, c'est l'équivalent d'un traitement antidépresseur. Alors, les traitements médicamenteux, alors on a le traitement symptomatique et le traitement de fond. Le traitement symptomatique, c'est des traitements d'appoint et on utilise les anxiolytiques, d'accord. Le chef de file des anxiolytiques que vous connaissez tous, c'est les benzodiazépines. Alors on peut utiliser les carbamates, les coaniles, les bêta-bloquants quand il y a une composante neurovégétative très importante avec des palpitations qui sont au premier plan. Et on peut utiliser aussi les antihistaminiques. Alors, il y a bien évidemment des règles de prescription strictes par rapport aux benzodiazépines. Donc, c'est des traitements d'appoint. C'est des traitements qui peuvent induire des dépendances. Donc, pour ne pas justement créer ou bien être la cause de cette complication qui est l'abus de drogue, il faudrait vraiment que la prescription soit moins de 12 semaines avec des doses donc progressivement dégressives. On va dégraisser les doses progressivement. Et puis savoir que l'essentiel du traitement, c'est les antidépresseurs. Donc c'est le traitement de fond. Le traitement de fond donc se base sur l'utilisation des antidépresseurs. On peut utiliser des antidépresseurs tricycliques tels que la clomipramide, qui est la napramide, mais les antidépresseurs actuellement utilisés et qui donnent un meilleur résultat, c'est les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, tels que la paroxétine, la fluoxétine, la sertraline et l'escitalopram. On peut utiliser aussi les inhibiteurs de la recapture sélective de la sérotonine et de la noradrénaline, comme la venlafaxine, qui donnent de très bons résultats sur l'anxiété anticipatoire. C'est juste que j'ai noté ici que la paroxétine possède la même pour tous les troubles anxieux. D'accord, donc
c'est vrai que c'est une molécule qu'on utilise beaucoup, c'est parce qu'elle a l'AMN, mais actuellement on est vers justement la venlafaxine parce qu'il y a cette composante anticipatoire qui est présente aussi dans pas mal de troubles anxieux, donc on préfère justement agir aussi sur cette anxiété. Alors à côté de ce traitement, on a toutes les psychothérapies qui doivent se pratiquer côte à côte avec le traitement médicamenteux. Comme ça, on augmentera les chances de rémission, les chances de guérison pour ces patients et les chances de justement ne pas récidiver, diminuer nettement le nombre de rechutes pour les patients chez qui on procède à traiter donc simultanément par des traitements médicamenteux, donc les antidépresseurs et la psychothérapie. Alors les psychothérapies, j'avais parlé tout à l'heure de la relaxation. Alors c'est des exercices donc qui sont essentiellement qu'on fait sur la respiration, mais aussi faire attention à l'activité cardiaque, à toutes les sensations corporelles qu'on peut avoir. Et le but, c'est de s'ancrer dans le moment présent. Alors, relaxation et gestion des facteurs de stress, ça c'est des psychothérapies donc codifiées qu'on fait avec les patients en essayant de rapporter des situations dans lesquelles le patient des situations stressantes du quotidien du patient, et on essaye un petit peu de faire des jeux de rôle pour essayer de voir comment il peut résoudre donc une situation, comment il peut trouver une solution à une situation problématique. Les thérapies cognitivo-comportementales, ce qu'on appelle donc les TCC. Alors, il y a différents types. Alors, on peut pratiquer une exposition en réalité, c'est-à-dire in vivo. C'est l'immersion en fait. C'est de prendre, c'est de vraiment faire face à la situation donc phobogène, et ça par une confrontation directe. Bien évidemment, on va aider le patient à contrôler ses réactions émotionnelles parce qu'on est présent, justement, donc on va le rassurer, d'accord, soit par un contrat, c'est-à-dire qu'on va établir un contrat que si jamais vous allez faire face à cette situation, je vous garantis qu'il ne va pas y avoir ceci et cela. Par contre, c'est souvent la présence du thérapeute, mais aussi il faudrait savoir que cette exposition se fait graduellement et on va aller de la situation qui pose le moins de problèmes, qui cause le moins d'anxiété, à la situation qui cause le plus d'anxiété, ce qu'on appelle la désensibilisation systématique, d'accord. Et à chaque fois qu'on expose le patient justement à la situation phobogène, on fait en même temps, ou bien juste après, ou juste avant, on fait une relaxation, d'accord, pour permettre au patient de s'ancrer dans le moment présent et de ne pas avoir cette anxiété anticipatoire ou cette peur d'avoir peur. Donc l'anxiété, donc la désensibilisation systématique, j'avais dit, donc c'est aller graduellement de la situation qui fait le moins peur à la situation qui fait le plus peur, avec bien évidemment des espaces de relaxation. À chaque fois qu'on passe d'une étape à une autre, on fait une séance de relaxation. La restructuration cognitive, alors comme il y a une composante psychique dans l'anxiété, donc la reconstruction cognitive va agir justement sur cette composante. Le patient va apprendre à identifier ce qui ne va pas dans ses croyances. Il va énumérer les pensées automatiques qui surviennent lors de la situation. Par exemple, dans l'attaque de panique,
La pensée qui survient juste au moment de l'attaque de panique, c'est la peur de mourir, ou bien la peur de devenir fou, ou bien la peur de commettre des actes incongrus. Donc, par rapport à la peur de mourir, par exemple, on va demander aux patients justement de, de, on va essayer de lui demander, mais comment cette idée est survenue. Il va prendre le raccourci et dire, eh ben c'est survenu et puis c'est tout. On va essayer justement de ne pas prendre de raccourci, de lui permettre de réfléchir à comment cette idée est survenue, comment il a pensé à ce qu'il va, il va mourir, etc. Et petit à petit, en fait, il va peut-être révéler que c'est à partir des signes physiques qu'il a senti, qu'il pensait qu'il allait mourir. Et à ce moment-là, on va décortiquer les signes physiques, les expliquer, comment ils surviennent. On va aller jusqu'à l'amygdale, comment elle donne le signal au corps qu'il y a un danger au niveau, à ce niveau-là, et puis l'adrénaline, les catécholamines qui vont être sécrétées, etc. Mais aussi pour dire que où est-ce que vous connaissez les gens qui meurent, comment vous savez que c'est la mort alors que vous n'avez pas déjà fait l'expérience. Est-ce que les gens qui meurent en une tachycardie, mais une tachycardie peut survenir aussi chez quelqu'un qui court 1 kilomètre. Déjà, si moi je cours 1 kilomètre, j'ai une tachycardie, ça c'est sûr. Puis les sportifs, donc ils ont une tachycardie. Après un acte sexuel, on a une tachycardie. En fait, la tachycardie ne signifie pas systématiquement la mort. Donc on va en fait éliminer ce raccourci tachycardie également. Donc on va déjà enlever ce type de pensée automatique et on va le changer par une pensée plus adéquate, plus réelle, et c'est ça en fait la restructuration cognitive. Alors il y a d'autres techniques qui sont vraiment nouvelles et qui en tout cas, je ne pratique pas. Par contre, tout ce que je viens de parler par rapport à l'exposition, la désensibilisation, la restructuration, au moins je l'ai fait une fois dans ma vie et ça c'est bien parce qu'on a fait la formation et ça fait vraiment plaisir d'appliquer cette formation chez des gens qui ont vraiment besoin de ces soins. Par rapport à la technologie de la réalité virtuelle, j'ai déjà essayé, mais j'ai pas eu l'occasion d'essayer ça pour les patients que je suis. Alors, la technologie de la réalité virtuelle, c'est un patient qui est exposé à différents stimuli via donc soit des stimuli visuels, auditifs ou autres. Vous connaissez, je pense, un peu le principe. C'est comme un petit peu les jeux virtuels. Donc, il est, en fait, c'est pas un casque, hein, parce que c'est des lunettes, on va dire, qui vont mettre le patient face à sa peur. Il y a des situations comme ça qui ressemblent aux situations phobogènes de la personne. Et en fait, c'est comme en fait l'immersion, c'est comme l'exposition en réalité, sauf que là, c'est une réalité virtuelle. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour ce cours. Sachez seulement que, bien évidemment, bien que les troubles anxieux soient une pathologie très fréquente, ça reste quand même sous diagnostic parce qu'en fait, les gens ne consultent pas des gens, ils ont honte du ridicule. Souvent, ils sont associés à une altération marquée du fonctionnement et c'est malheureusement souvent lorsqu'il y a des complications que les patients consultent, et c'est surtout quand il y a des complications dépressives que les patients consultent. La souffrance, elle est à prendre en considération. Chez les patients-là, il faudrait vraiment, pour l'aider, il faudrait non seulement, en fait c'est la combinaison, c'est l'association antidépresseurs avec les traitements psychologiques, en l'occurrence les thérapies cognitivo-comportementales, qui constituent la base du traitement de ces troubles-là. Je vous remercie.